Salut à tous, je m'appelle Kevin et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau cours Blender dédié aux matériaux PBR. Dans cette vidéo, je vais couvrir avec vous les bases du texturing en 3D, que sont les textures Physical Base Rendering et comment s'en procurer. Par la suite, nous verrons ensemble comment les importer dans Blender et en bonus, comment tirer avantage de certaines maps pour créer des effets de shader super cool, comme sur l'image à l'écran. Allez, c'est parti! Créer un matériel dans un logiciel de 3D, c'est relativement quelque chose, on va dire, d'aisé. En fonction du logiciel que vous utiliserez, vous aurez les 3 quarts du temps accès à un contexte bien dédié au matériau qui vous permettra de créer un nouveau matériel et de l'assigner à la géométrie que vous voulez, ou voire même à certains polygones. Dans Blender, le contexte qui nous intéresse pour pouvoir créer un matériel va se trouver juste ici, au niveau de cette sphère rouge. Quand on clique dessus, on peut s'apercevoir que Blender a déjà créé un matériel automatiquement, mais ça ne sera pas forcément tout le temps le cas. Par exemple, si je crée une nouvelle sphère, par exemple UV sphère, voilà, ça sera parfait, et que je la déplace un petit peu pour qu'on la visualise, on s'aperçoit que cette fois-ci, il n'y a aucun matériel qui a été assigné. La raison, c'est juste que Blender, quand on ouvre une scène générale, nous crée automatiquement une caméra, une lumière et une boîte, une box, qui, elle, se verra assigner un matériel automatiquement, sauf que quand vous allez créer peut-être vos géométries, aucun matériel ne sera assigné par défaut. Ce qu'il faudra faire, c'est venir juste cliquer sur New, et de cette manière, on va ajouter un nouveau matériel à notre session courante de notre projet, et ce matériel sera normalement automatiquement assigné à notre géométrie que l'on a sélectionné dans notre hiérarchie. Pour preuve, il va falloir quand même qu'on se dirige dans le viewport shading pour pouvoir vérifier si le matériel a bien été assigné à la géométrie, et en modifiant la couleur, on se rend compte qu'en effet c'est bien le cas et que c'est parfait. Donc voilà, sachez que ça ne sera pas forcément fait d'office et que vous aurez sûrement à modifier vos matériaux juste ici. Maintenant, que se passe-t-il si l'on veut ajouter du détail à notre géométrie? Admettons que je vais récupérer les annotations, admettons que ici je veux venir dessiner un cercle en plein milieu de cette face, et admettons une croix juste ici sous celle-ci. Admettons que je veuille dessiner sur notre peinture. Comment ça va se passer? Alors Blender nous offre la possibilité, je vais juste supprimer les annotations pour que ça soit un peu moins brouillon, comme ceci, voilà. Blender nous offre la possibilité de changer de contexte en fonction de nos besoins. En regardant un peu de plus près, je m'aperçois que j'ai Texture Paint, juste ici, et en cliquant dessus, Blender va automatiquement changer toute mon interface pour me donner tous les outils nécessaires pour peindre sur ma géométrie. En sélectionnant mon cube, je vais pouvoir aller sur le panneau déroulant pour aller sélectionner Texture Paint. Blender va me donner les pinceaux, de quoi remplir complètement ma géométrie, un cloneur, et plein d'autres outils pour pouvoir peindre sur ma matière. Sauf que, quand je viens cliquer pour essayer de dessiner, Blender m'affiche en bas « Missing Texture Detected ». Ce qui veut dire que, en gros, je n'ai pas de matière sur laquelle je peux me permettre de peindre. Pour en ajouter une, il me suffit juste de me diriger juste ici sur le plus, et ajouter une base color. Pour les autres maps, on verra un peu plus tard quand on construira notre matériel PBR. Pour le moment, on va se concentrer que sur la couleur. En cliquant dessus, un nouveau panneau s'affiche qui me permet de définir le nom de ma texture, sa taille et sa couleur. Je vais juste lui donner le nom de texture tout simplement. Pour la taille, je vais la laisser comme ça, c'est pas très important pour le moment. Et la couleur, je vais mettre du noir, ça ira très bien. Je clique sur OK, et boum, ma géométrie devient toute noire, comme la couleur de ma texture. En cliquant dessus, j'ai l'affichage qui s'actualise juste à gauche, qui me met à la bonne distance. Et dès que je réessaye de peindre sur ma géométrie, ça y est, enfin, j'ai un résultat. Mais alors comment ça se fait que quand je dessine sur ma texture 2D, cette couleur s'applique sur ma géométrie 3D? C'est tout simplement grâce aux UV, ou tout du moins le dépliage des UV. Le principe, c'est de pouvoir récupérer sa géométrie 3D, de la découper à certains endroits, pour lui donner une représentation 2D. C'est ce qu'on peut apercevoir là, la silhouette en T qu'on voit ici, et la représentation de notre cube 3D. Grâce à ça, tout ce qui va se trouver dans les faces, comme on peut le voir ici, va être projeté sur ma géométrie. Si je viens dessiner juste ici, je peux voir qu'en effet ça va se reproduire là, et pour preuve, quand je me dirige
quand je rentre en mode edit, et que je sélectionne cette face-là avec l'outil là-haut des faces sélectionnées, je me rends compte que oui, en effet, la représentation 2D de ce carré en 3D se trouve bien ici, et tout ce que je vais venir dessiner à l'intérieur va être reproduit sur cette face-là. Dans cette vidéo, je ne vais pas couvrir comment on déplie les UV. Si vous tapez dans internet dépliage d'UV Blender ou n'importe quel logiciel de 3D, vous allez trouver une grosse quantité de ressources qui vont vous apprendre à comment les déplier correctement. Si vous voulez que je fasse une vidéo pour expliquer un peu plus en profondeur comment fonctionnent les UV, ça sera avec plaisir, mais pour le moment on va rester concentré sur comment créer un matériel PBR. Pour ce faire, il va nous falloir plusieurs textures. Ces fameuses textures PBR, vous allez pouvoir en trouver un bon nombre sur la toile. La plupart du temps, vous trouverez les textures mais payantes. Heureusement, il y a des sites comme CC0 Texture qui vous laissent en libre de droit des textures de très bonne qualité que vous pouvez utiliser pour de la production commerciale ou pour des projets personnels. Quand on se rend sur leur site, on a un onglet de recherche qui nous permet de rechercher le matériel qu'on veut. En l'occurrence là, je vais juste taper Roche. Le site met à disposition une bonne quantité de matériel. Je vais venir sélectionner celui-ci pour la vidéo. Une fois qu'on clique dessus, on a le choix de la résolution de la texture. 4K, ça devrait largement suffire pour une très jolie résolution. Vous pouvez même monter à 8K si vous voulez. En cliquant dessus, il y a un onglet de téléchargement. Il suffit juste d'enregistrer et de décompresser le fichier une fois qu'il aura terminé pour avoir accès à toutes les maps qui nous intéressent. Une fois téléchargé, on décompresse. On rentre dans le fichier et boum, on a nos 5 maps. Des fois vous en aurez un peu plus, des fois vous en aurez moins, mais assurez-vous à chaque fois d'avoir au moins la couleur principale, les normal maps et la roughness. C'est ce qui va permettre dans un premier temps de maximiser les détails sur notre géométrie. Une fois qu'on a ça, on retourne dans Blender et on vient cliquer sur le contexte shading. Notre viewport est encore mis à jour, mais cette fois-ci pour un aspect graphique. Dans le fond, on peut voir une image qui a été ajoutée, cette image s'appelle une HDR. Grâce à cette image, on peut rapidement créer une ambiance lumineuse dans toute notre scène. Elle peut être modifiable en cliquant sur la petite flèche juste ici, et en se déplaçant sur la sphère, on peut venir sélectionner les HDRI qui nous intéressent. Et en cliquant, on s'aperçoit qu'en effet, tout notre viewport est mis à jour, et que notre surface va refléter la lumière d'une autre manière, et que sa couleur va changer un petit peu également. Grâce à cette nouvelle option, on va pouvoir commencer à se concentrer un peu plus sur ce qu'est un matériel. Mais avant qu'on aille plus loin dans ce qu'est un matériel 3D, j'aimerais juste faire une petite aparté sur les objets qui nous entourent dans la vie de tous les jours. Parce qu'après tout, on a une ressource quasiment illimitée de matière autour de nous qui peuvent nous en apprendre énormément sur les propriétés de ces matières en question. Et je vous encourage donc vivement à peu près tous les jours de prendre un objet et de regarder comment y réfléchit la lumière, parce que c'est ça le plus important quand on y réfléchit 2 secondes. Ce n'est pas la matière de l'objet qui est importante en elle-même, c'est comment elle réfléchit la lumière. Et vous vous rendrez compte au fur et à mesure que chaque objet a sa propre propriété. Et le plus gros challenge par la suite, ça va être donc de les reproduire, et de les reproduire en 3D, avec les paramètres que le logiciel vous offre et met à votre disposition. Parenthèse fermée, on repart sur la technique. Concernant ces fameux paramètres, comment on les modifie? C'est plutôt simple, d'une certaine manière, tout est ici. Blender, une fois de plus, nous offre un contexte qui va nous permettre de contrôler tous les matériaux, tous les paramètres plus exactement de notre matériel. Mais avant ça, on va un peu regarder comment fonctionne ce graphe et comment on peut avoir un contrôle dessus. Déjà, on va regarder en détail ce que nous apportent ces 3 petits nodes. Le premier, qui s'appelle texture, c'est un node qui va nous permettre de coller les images à l'intérieur. On va importer des fichiers directement de notre ordinateur, et comme vous pouvez le voir ici, le résultat qu'il va exporter, ça va être le résultat de la couleur de la texture. Cette couleur, ce qu'on peut faire, c'est récupérer le petit paramètre, ici, on prend le câblage, et on vient le connecter à notre matériel directement. Parce que ce node, c'est justement notre matériel. C'est à l'intérieur de ce node qu'on va pouvoir contrôler tous les paramètres de notre matériel directement. Une fois qu'on a les paramètres qu'on veut, on récupère le point de sortie qui est juste ici,
et on va venir le plug à la surface de notre géométrie. Et c'est ce matériel output qui va nous permettre de visualiser dans notre viewport le résultat de tous nos changements. Et pour preuve, si je déconnecte mon matériel du matériel output, boum, mon matériel n'a plus aucune propriété comme on peut le voir dans le viewport. Donc on va reconnecter ça à la surface. Et maintenant, on va commencer à construire notre matériel PBR. Pour ce faire, on va venir récupérer les textures qu'on a préalablement téléchargées, celles-ci, donc les 5, et on va dans un premier temps regarder celles qu'on a discutées, juste la couleur de base, la normal map et la roughness. On va venir prendre les textures et les faire glisser directement dans le node graph. Et là, Blender nous en a emporté qu'une seule, donc c'est pas bon, on va venir récupérer les autres. Donc là il nous a n'importe quoi, roughness, on va venir prendre la base color qu'on a déjà normalement, mais bon, voilà, on va regarder ça ensemble. Et la normal map, qu'on va venir apporter ici aussi. Maintenant qu'on a toutes ces textures, on va pouvoir aller les placer au bon endroit sur notre matériel. Donc là, on a déjà vu que on peut créer une texture directement dans Blender, venir peindre dessus, et le résultat de cette couleur, le positionner directement sur la base color. Maintenant, si je déconnecte ça, mon matériel perd la couleur de la texture et sa couleur va être définie par ce paramètre. Si je le change, comme on l'a vu tout à l'heure au début, la couleur est directement mise à jour. Et qu'est-ce qui se passe maintenant si on récupère une texture prise sur internet et qu'on la connecte directement sur la base color? Boum! Toute notre géométrie reçoit la couleur de la texture. Déjà, rien qu'avec la couleur de notre texture, on a un résultat qui est plutôt pas mal. Mais on va aller encore plus loin et on va aller récupérer les autres textures pour apporter un peu plus de réalisme à notre géométrie. Maintenant, passons à la roughness. Qu'est-ce que c'est que la roughness? En anglais, roughness, ça veut dire rugosité. Donc, si on récupère le paramètre roughness et qu'on le descend à 0, on devrait avoir quelque chose de complètement lisse qui va, dans notre cas, réfléchir la lumière. Mais pourquoi ça réfléchit la lumière? Parce qu'il y a le paramètre specular qui lui est réellement la réflexion de notre géométrie par rapport à la lumière, qui est, on va dire, au niveau 0.5, donc qui est semi-brillant. Si on le descend à 0, on perd complètement la brillance de notre géométrie. A l'inverse, si on le met à 1, eh bien on a un objet qui brille complètement et qui réfléchit complètement la lumière. Quand on revient sur la roughness, si on la remonte à 1, on va avoir de plus en plus notre brillance qui va s'estomper et qui va devenir donc rugueuse et qui va presque absorber la lumière. Donc ça c'est juste si on a un paramètre 0 et 1. Mais quand on veut plus attentivement la texture, on va venir la récupérer et on va venir regarder ce qu'est la roughness. La roughness, on remarque qu'à différents endroits, il y a des valeurs de 0 qui sont comprises comme étant noires et des valeurs un petit peu plus grises ou presque blanches qui elles vont nous permettre, quand on va connecter cette texture dans la roughness, qui vont nous permettre de nous faire des reliefs justement sur cette géométrie. Et quand on la positionne, on voit qu'à certains endroits, excusez-moi, il y a la géométrie qui brille et d'autres pas du tout. On le voit ici. On va mettre le specular est à 1 entièrement. Donc on le voit que la spécularité que sur la sphère de visualisation, elle est complètement à 1. Et bien, on peut voir que là, sur notre géométrie, c'est à peu près pareil. Il y a d'autres endroits, il y a des détails qui sont à l'inverse complètement rugueux et qui ne réfléchissent pas la lumière. Ce qu'on peut faire avec la roughness, c'est ajouter des paramètres qui vont nous permettre de contrôler la luminosité, on va dire, de la texture. Pour ça, on vient appuyer sur Shift A pour créer une nouvelle texture, ou un nouveau paramètre plus exactement. On va se diriger dans Color, et on peut aller prendre ou les gammas ou les contrastes, la lumière des contrastes.
en ajustant les paramètres, on peut tweaker la résolution de la texture pour avoir un look un petit peu différent. Maintenant, récupérons la normal map. Ce qu'on pourrait faire, c'est connecter directement le résultat de la couleur, qui est celui-ci. On pourrait directement le positionner sur le paramètre normal. Mais en effet, on voit qu'il y a un résultat, qu'on a une déformation de géométrie, mais c'est pas le meilleur moyen dans Blender de le faire. Pour ça, il faudrait rajouter avant, chercher directement normal, et prendre le paramètre normal map et le connecter directement. Là, les paramètres, et en plus on a un contrôle dessus, les paramètres vont être un peu plus justes, les tangentes de notre géométrie vont être un peu plus correctes, et les couleurs de la map vont être transformées en vecteurs. Là vous le voyez pas dans Blender, mais c'est ce qui se passe, c'est transformé en vecteur directionnel, c'est ça les normales, et ça va nous permettre d'avoir un peu plus de détails sur notre géométrie. Or là, voilà, les tangentes ne sont pas correctes. Maintenant qu'on a vu ce qu'était la normal map, on va aller s'intéresser à ce qu'est la displacement map. Contrairement aux autres, elle ne va pas se connecter directement au matériel. Cette map va venir se connecter directement ici. Mais pour ça, il va falloir qu'on vienne y rajouter un nœud au milieu. Dans un premier temps, on va commencer par aller récupérer cette fameuse map qui est juste ici, qui est nommée displacement, tout simplement. On vient la prendre, on la décale un petit peu en dessous, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir y rajouter Shift A comme d'habitude, un node qui s'appelle tout simplement displacement. Et une fois fait, on vient récupérer la couleur de base et on vient la plug directement dans height, dans la hauteur. Et en fait, cette map va nous permettre de réellement créer du relief sur notre géométrie, parce que jusqu'ici, ce qu'on a fait, ce n'est grosso modo que de l'illusion. On a déformé sur notre géométrie la manière dont la lumière va venir frapper la surface. Là, on va rentrer dans le dur, entre guillemets, et on va réellement déformer notre géométrie. Mais pour ça, il va falloir qu'on mette quelques paramètres en route, parce que sinon, on va pas avoir le résultat escompté. Pour preuve, si je récupère le displacement map, la sortie ici, et que je viens la plug au bon endroit, eh ben, il n'y a rien qui se passe dans le viewport. Donc on est tenté de se dire, merde, il y a quelque chose qui est pas bien fait. Donc ces paramètres en question, ce sont dans un premier temps le moteur de rendu. On a commencé à esquisser un peu ce qu'était un moteur de rendu, sans trop le nommer. Et en gros, ce que vous voyez là, c'est presque comme un moteur de rendu. Le moteur de rendu, par définition, c'est ce qui va vous créer l'image finale, ce qu'on appelle une image de synthèse. C'est en gros ce qui va permettre d'avoir des visuels réels avec les ombres, les lumières détaillées, les textures dans les bonnes résolutions et de bonne qualité. Voilà, c'est ce qui va vous englober tous les effets qui vont vous permettre de faire l'image finale en belle définition, on va dire ça comme ça, parce que vous pouvez très bien faire des images standards, du viewport standard, mais vous n'aurez pas les propriétés physiques comme les ombres, les reliefs, tout en bonne qualité, on va dire ça comme ça. Donc le moteur de rendu, qu'est-ce que c'est ? Et en tout cas dans Blender, lesquels sont disponibles pour nous. En gros, en termes de production, Blender, il en a deux réellement. Le premier, qui est aujourd'hui par défaut, c'est Eevee, et le deuxième, qui est Cycle. Les deux fonctionnent un petit peu différemment, mais en gros, Eevee est très prometteur, parce que très rapide dans le résultat de rendu, on va dire ça comme ça. Et Cycle qui est le moteur par défaut de Blender dans les précédentes versions. Donc voilà, pour visualiser le displacement map, Eevee ne le prend pas en charge dans le viewport. Il le prend en charge que par Cycle. Donc on va être obligé, pour visualiser nos déplacements de texture, on va être obligé de sélectionner Cycle comme moteur de rendu. Donc je vous conseille vivement, si vous avez un CPU correct, un GPU correct, pardon, de sélectionner GPU, parce que ça pourra calculer les méthodes de rendu beaucoup plus rapidement, chose que je vais faire.
et de vous activer le denoiser dans le viewport, ça va nous aider. Ensuite, le deuxième paramètre, ça va être de passer sur le vrai viewport shading, parce que celui-ci c'est, on va dire, un preview, on va dire ça comme ça. Ça permet quand même d'avoir des bas reliefs sur la géométrie, parce que si on repart sur l'éditeur standard de Blender, on voit qu'il n'y a aucune texture, aucune lumière, aucun relief, rien du tout. Dès qu'on commence à aller dans ce contexte, bon, les choses s'améliorent un peu, on a un peu de matière, on peut commencer déjà à travailler les shaders pour avoir des résultats visuels. Et dans ce dernier contexte, ça va être vraiment lié aux propriétés de lumière, aux ombres et tout le reste. Là, malheureusement, on n'a pas de plan pour visualiser les ombres, mais dès que je crée un plan plat, voilà, on a des ombres un peu plus de qualité qui arrivent. A l'inverse, que si je sors de ça, on voit que oui, j'ai les matériaux, en effet, j'ai un peu de réflexion sur la matière, mais j'ai pas d'ombre qui se crée, vraiment, j'ai un petit peu des couleurs qui se s'assombrissent un petit peu par ici, mais bon, voilà, rien de très physiquement réel. Par contre, dès qu'on switch sur ce moteur de rendu, que ce soit Cycle ou Eve, Cycle est un peu moins précis, mais permet d'avoir des résultats quasiment instantanés en termes de shadow. Mais voilà, comme vous voyez ici sur l'ombre, les résultats ne sont pas aussi précis qu'avec Cycle, qui reste un très bon logiciel de rendu, mais voilà, qui nécessite d'être un petit peu amélioré encore dans le temps, voire abandonné pour le bénéfice de Eevee. Ensuite, une fois qu'on a ça, on voit qu'en effet c'est de bonne qualité maintenant, mais on voit la rugosité, les spécularités sur la matière qui est vraiment pas mal. Mais là on n'a toujours pas nos displacements, on n'a toujours pas de relief réellement de géométrie, on a des reliefs sur la surface grâce au normal map, mais on n'a pas de relief, on n'a pas de vraie matière. Le troisième paramètre va être, je retourne dans mon shading, shader graph, et mon troisième paramètre va être situé juste ici. Je suis peut-être allé un peu vite donc on va y aller mollo, je rappuie sur N au moins, voilà, je le ferme. Juste ici vous avez une petite flèche, donc quand on appuie dessus on va avoir certaines options qui concernent ce contexte là, le contexte shading. Donc on va dans option, setting, et là voilà, où il y a displacement map, on ne reste pas uniquement sur le bump, on va faire bump plus displacement, pardon. Et à partir de là, on commence à voir qu'il y a du mouvement. C'est toujours pas ce qu'on souhaite, c'est toujours pas le résultat qu'on veut, mais il y a quelque chose qui se passe. Donc en gros, réellement ce qui se passe là, c'est qu'on n'a pas assez de matière, on n'a pas assez de résolution sur notre cube. Rappelez-vous que notre cube, réellement aujourd'hui, il ne fait que 6 faces, et c'est clairement pas suffisant pour avoir de la vraie matière, pour aller la déformer, on va dire, dans tous les sens. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est rajouter de la résolution. On a plusieurs moyens pour faire ça. Soit on part en mode subdivision à gogo, ce qui je pense n'est pas la meilleure solution dans ce cas-là, parce que j'aimerais faire une sphère relativement bien ronde. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sortir de l'edit mode et je vais aller dans les modifiers et je vais ajouter une subdivision de surface. Je rajoute au moins 6 niveaux. Et à partir de là, on commence à voir quelque chose d'intéressant. Donc en réalité, notre sphère, on la voit, la ligne de contour là, c'est toujours notre sphère initiaire. Bon, aujourd'hui c'est une sphère, tout à l'heure c'était un carré, mais une fois qu'on y ajoute les subdivisions, ça lisse les angles et donc ça devient une sphère. Quand on retire le displacement, voilà, on voit que c'est une sphère, donc déjà là, on peut regarder le résultat directement sur une sphère bien lisse, ce que ça donne. Donc oui, on conserve toutes les propriétés qu'on avait depuis tout à l'heure, et à ça on va venir rajouter donc le displacement qui maintenant fonctionne, on va dire, correctement. À partir de ça, on va avoir la possibilité de commencer à tweaker, à modifier les paramètres de notre displacement. On va venir mettre comme valeur 0.1, et pareil pour le scale. Pour le scale, on peut le réaugmenter un petit peu si on veut, en fonction du look que vous voulez. Et là, on commence déjà à avoir un résultat plutôt pas mal pour une roche. Et on a, cette fois-ci, une vraie modification de notre géométrie. On le voit ici, on a les ombres qui se mélangent bien. Pareil de ce côté,
On voit que là cette crevasse crée des ombrages ici, c'est parfait. On a vraiment, ça y est, de la matière grâce à notre displacement map. En bonus, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir utiliser la dernière map qui nous reste et qu'on n'a pas encore utilisé jusqu'à présent, c'est l'ambiance occlusion. L'ambiance occlusion, en gros, c'est la possibilité de bake, de cuire les ombres directement dans une texture. C'est un concept utilisé énormément dans le game dev et très utile pour éviter d'avoir à calculer en temps réel les shadows. Je vais pas plus m'étaler sur le sujet, mais en gros cette map elle a un vrai intérêt. En l'occurrence là, dans le rendu en temps réel, on va dire ça avec Blender, on n'a pas besoin de les calculer ces ombres parce qu'elles sont faites automatiquement juste ici avec le moteur de rendu Cycle. Par contre, on va pouvoir utiliser cette map pour s'éclater un petit peu et faire un petit effet spécial de shader. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais l'importer directement dans notre graphe. Bon, super, on a le cycle qui plante un petit peu. Alors si ça vous fait ça, vous retournez dans le contexte standard et vous repassez dans le moteur de rendu. Je vais le mettre sur pause pour le moment. Et on va continuer sur ce petit FX shader. Donc l'idée c'est de créer un petit peu comme de la lave verte, un petit peu à la Sylvanas dans World of Warcraft, les effets spéciaux de lave un peu verte qui sont très jolis. Le but ça va être de refaire exactement la même chose directement sur cette petite météorite. Donc cette ambiance occlusion, ce qu'on va faire c'est que on va essayer de récupérer toutes les parties noires qui sont visibles ici et même les agrandir un petit peu, et on va les utiliser pour créer justement ou diriger notre paramètre qui s'appelle émission. Ce paramètre est juste ici. Je vais vous montrer ce qui se fait dans sa globalité. Donc on va relancer le rendu et quand on va augmenter l'émission, là rien ne va se passer parce qu'en plus ça plante mais surtout parce que la couleur est noire. À partir du moment où je vais commencer à mettre de la couleur blanche, on voit que ça va faire comme un petit glow, ça va faire comme une petite illumination sur le sol, et surtout cette illumination va émaner de ma géométrie, mais elle va émaner de ma géométrie dans sa totalité, et ça c'est pas cool parce que c'est pas joli. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est de venir prendre le résultat de la couleur de cette texture de l'ambiance occlusion et on va venir le connecter directement dans l'émission Strange. Donc tout ce qui va être de sa force, vous voyez qu'on peut calculer sa force grâce à ce paramètre. Ce qu'on va faire, c'est que au lieu de le faire manuellement, on va dire à notre texture de le driver ce paramètre. Pareil, je vais rafraîchir, voilà. Et on s'aperçoit que toutes les parties noires, c'est là où il va pas y avoir beaucoup de force, et les parties blanches, c'est là où il va y en avoir beaucoup. Et moi, ce que je veux, c'est l'inverse. Ce qu'on veut réaliser, c'est l'inverse. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir récupérer, on va faire Shift A, on va aller dans Couleur, et on va aller dans Bright and Contrast. Une fois qu'on les prend et qu'on les positionne, on va avoir un peu plus de... Je vais repasser en normal, parce que sinon ça va bugger toutes les 2 secondes. On va avoir un peu plus de contrôle justement sur la texture initiale, et on va pouvoir l'ajuster pour avoir les résultats qu'on veut. Donc si j'augmente la luminosité, de la brillance, plus exactement de la texture, je vais avoir un peu plus de matière noire, et à l'inverse, si je réduis drastiquement les contrastes, je vais réduire cette lumière blanche à son maximum, et je vais venir rehausser un petit peu la luminosité. Maintenant je commence à voir ça, normalement on devrait déjà pouvoir commencer à obtenir du résultat, et en effet je vois que dans mes crevasses, là à l'intérieur, je commence à avoir de l'émission, et là ça devient intéressant. Donc à partir de ça, je vais venir récupérer cette fameuse couleur verte de lave un petit peu alien, peut-être un peu trop vert, venir les tirer un peu vers le blanc, voilà, on est au bleu, voilà c'est pas mal. Ce qu'on peut faire ensuite, c'est venir rajouter un niveau de contrôle en plus sur ce paramètre en venant lui mettre
en venant lui mettre un multiplicateur. Donc on vient prendre sa valeur de sortie. Sur l'opérateur on vient mettre multiplier. Et on va pouvoir multiplier la valeur entrante par la valeur de notre choix. On prend le résultat et on le met à la place d'émission. De cette manière, on va pouvoir animer ou contrôler l'intensité de l'émission. Et grâce à ce paramètre, on va avoir un niveau supplémentaire de contrôle sur notre petit FX d'émission. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire ou même de me contacter directement. Si je peux vous apporter mon aide ou juste blablater, c'est toujours avec plaisir. Je vous invite également à faire un petit tour sur mon site Foxform 3D où j'y poste du contenu exclusif et quelques bonus réservés aux abonnés. Si vous êtes curieux, le lien est dans la description. Sur ce, les amis, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!